C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous présenter les résultats de notre étude. Donc d'abord, la lombalgie, c'est un phénomène très répandu dans la société. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la prévalence à vie qui peut atteindre jusqu'à 80%. Les études en épidémiologie varient sur le sujet. Dans le graphique suivant, portez votre attention sur deux choses. D'abord, le pic de la prévalence, que ce soit la prévalence à vie ou la prévalence annuelle, donc le fait d'avoir au moins un épisode de douleur lombaire dans l'année, se situe autour de 40 à 50 ans, qui est la tranche d'âge des travailleurs actifs ou des adultes actifs. Donc oui, effectivement, la lombalgie touche le travailleur, mais elle ne touche pas que le travailleur. Et si on regarde à la gauche des deux graphiques, on peut voir que les jeunes adultes, travailleurs ou non, sont atteints. Et si on avait les données pour les 10-15 ans, on aurait quand même des prévalences significatives. Et ce qui est peut-être encore plus important aujourd'hui avec le report de l'âge de la retraite et le vieillissement de la population, c'est la prévalence des lombalgies chez les personnes âgées et chez les travailleurs plus âgés. Donc la prévalence reste significativement élevée, près de 35 à 40% de prévalence annuelle, même chez les personnes qui ont plus de 60 ans. Je vous précise aussi que bien qu'il y ait une petite supériorité dans la prévalence chez les femmes, on considère que la lombalgie est sensiblement aussi présente chez l'homme que chez la femme, et ce, même chez les travailleurs. La lombalgie dite non spécifique, qu'est-ce que c'est? En fait, sur 100 travailleurs, il y aura une proportion importante, soit 80% des travailleurs ou de la population atteinte qui est atteinte de lombalgie non spécifique. Qu'est-ce qu'une lombalgie non spécifique? C'est une lombalgie pour laquelle on est incapable d'établir un diagnostic précis ou d'identifier la source de la douleur. Donc, si vous avez déjà eu mal au dos, il y a de très fortes chances que vous ayez souffert d'une lombalgie non spécifique. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les diagnostiquer de façon très, très précise et pour la même raison, on n'arrive pas à les prévenir de façon très efficace. J'ai fait des petites boîtes au sein de ma présentation comme ça pour vous montrer qu'il y a probablement, et c'est sur quoi les chercheurs travaillent en ce moment, des sous-catégories à l'intérieur de ces 85%-là, des sous-catégories de lombalgie qui seraient présentes chez des travailleurs ou des individus avec des traits particuliers, des présentations symptomatiques de différents types. Et si on arrive, et c'est ce que plusieurs chercheurs proposent en ce moment, si on arrive à identifier ces sous-groupes d'individus parmi les gens qui ont des lombalgies non spécifiques, on arrivera peut-être à proposer des solutions et des traitements qui sont plus efficaces. La lombalgie, c'est un phénomène relativement complexe à étudier puisque le décours temporel des symptômes va varier d'un individu à l'autre et est absolument imprévisible. Donc, on peut voir sur le graphique qu'il y a des phases de rémission, qu'il y a des phases d'augmentation des symptômes, et ça va varier selon les individus sur une période de temps plus longue, plus courte, à des fréquences plus élevées et moins élevées. Mais ça, c'est un décours temporel typique d'une lombalgie non spécifique qui, on peut dire, est tout à fait imprévisible. Ce qu'on sait cependant, c'est que les individus ou les travailleurs qui ont des douleurs qu'on peut qualifier de légères ou une incapacité légère ont tendance à osciller. Leurs symptômes vont osciller dans une gamme relativement légère de symptômes. Ceux qui ont des symptômes modérés restent dans une gamme de symptômes modérés et les gens qui ont des atteintes plus sévères resteront probablement des gens avec des atteintes sévères, avec rémission partielle et pic de symptômes, mais il y a des patients qui peuvent passer d'une catégorie à l'autre, mais la plupart des gens demeurent dans la même gamme de symptômes, et ce, sur plusieurs années. Donc, chez les travailleurs, la lombalgie, c'est un phénomène non négligeable. La prévalence est sensiblement la même que dans la population générale. Et on estime au Canada, pour toutes les lombalgies, travailleurs et non-travailleurs, que le coût annuel, les coûts directs, sont d'environ 6 à 12 milliards de dollars par année. Seulement 35% des individus atteints vont consulter un professionnel de la santé. C'est minime. Les gens vivent au quotidien avec la lombalgie. Les travailleurs travaillent au quotidien avec la lombalgie et on peut voir que peu de travailleurs choisissent de s'absenter.
certaines études qui ont été réalisées en Europe, là, mais il n'y a pas de raison de croire que les chiffres soient différents ici, montrent qu'il y a moins de 30% des travailleurs atteints de lombalgie qui choisissent de consulter ou de s'absenter du travail. Et ceux qui ne consultent pas ne sont pas moins atteints. Donc, on décide de consulter ou de ne pas consulter, ce n'est pas une appréciation du degré d'atteinte, c'est un choix personnel. Et ce qui nous amène à conclure que la lombalgie, ce n'est pas une cause d'absentéisme importante. C'en est une dans les lombalgies plus sévères, mais c'est plutôt un facteur qui va engendrer du présentéisme, donc le fait d'aller au travail avec les symptômes et d'avoir des changements dans le rendement, dans l'efficacité ou dans l'exécution de nos tâches quotidiennes. Les coûts directs sont importants, mais le véritable fardeau économique, c'est quand on additionne les coûts indirects. Il y a des chiffres impressionnants, voire faramineux. Aux États-Unis, on avait des statistiques qui parlaient de 100 milliards de dollars au début des années 2000. Maintenant, j'ai vu récemment 500 milliards de dollars par année. Pas 500 millions, mais bien 500 milliards de dollars par année en coûts directs et indirects aux États-Unis. Faites le calcul, on divise en 10 au Canada. Là, la relation n'est pas directe, mais souvent, ces chiffres-là ont les mêmes proportions. Donc, un fardeau économique très important. La dernière fois que j'ai vu les chiffres de la CNESST, les coûts, et je pense que ça remonte au rapport de 2011, étaient d'environ 500 millions de dollars pour les affections vertébrales, toutes confondues, annuellement, en indemnisation. Donc, pourquoi les travailleurs développent des lombalgies? La vraie grande question, c'est est-ce que la lombalgie du travailleur est différente de la lombalgie d'un individu normal, qu'il travaille ou non? Grande question à laquelle je ne pourrai pas répondre aujourd'hui. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les facteurs de risque liés au travail, ils sont nombreux et ils sont connus depuis quand même un certain temps. Donc, plus la charge de travail est élevée, et moins le contrôle sur cette charge de travail-là est élevé, plus on a de risques de développer une lombalgie au travail. Si on n'a pas la possibilité de modifier le travail, de modifier le poste ou changer de tâche ou d'organiser notre horaire, on a plus de chances de développer une lombalgie. Le stress au travail, stress qui est probablement présent chez tous et chacun d'entre nous, mais est aussi un facteur de risque, comme le stress dans la vie d'ailleurs. Le manque de support social au travail, donc les entreprises qui ont des mesures, soit préventives ou soit des séances d'information, vont avoir des prévalences de lombalgie chez leurs travailleurs un peu moins élevées. Donc le manque de support social de la part de l'employeur, mais aussi de l'entourage de l'employé va jouer un rôle important. L'insatisfaction au travail, bien connue. Travailleur insatisfait, plus de chances d'avoir mal au dos. Un faible espoir de retour au travail. Ça, quand j'étais dans ma formation clinique, c'est une des premières choses que j'ai appris. Si un patient nous dit qu'il y a peu d'espoir de retourner au travail, c'est un très, très bon indice que les soins vont se prolonger et que le pronostic est défavorable. Donc, quand un travailleur a, pour toutes sortes de raisons, un faible espoir de retour au travail, bien, généralement, il retourne moins au travail ou dans des délais plus importants. Et les craintes d'avoir une nouvelle blessure ou d'avoir des rechutes au travail ou en dehors du travail vont aussi augmenter le risque d'épisode ou de récurrence. Notre étude, qui a duré 3 ans, qui a été réalisée auprès d'une centaine de travailleurs, visait à déterminer la contribution des facteurs physiologiques, cliniques et psychologiques aux incapacités fonctionnelles observées chez les travailleurs ayant un historique de douleur lombaire. Je vous présente le modèle pour résumer l'étude et ses objectifs. Donc, on a, chez un groupe de 100 travailleurs, mesuré un paquet de facteurs cliniques classiques que tous les cliniciens utilisent. On a aussi complété un certain nombre de questionnaires qui s'intéressent aux facteurs psychologiques qui pourraient influencer la lombalgie. On a fait quelques tests en laboratoire dont je vais reparler un petit peu plus tard, dans des tâches d'adaptation neuromusculaire et l'étude des mécanismes de modulation de la douleur. Et avec ces 4 paramètres-là, on a tenté de voir lesquels prédisaient les incapacités futures chez les travailleurs, soit à 7 mois ou à 15 mois. Et on a refait des tests en laboratoire à 7 mois et à 15 mois pour voir si les phénomènes physiologiques évoluaient en même temps que les phénomènes cliniques et psychologiques.
Quelles étaient nos hypothèses? La première était psychologique. Donc, la première hypothèse, c'est que la dramatisation face à la douleur est associée aux incapacités futures. Donc, plus on a une réponse ou une dramatisation face à la douleur, plus on a de chances d'avoir des incapacités fonctionnelles. Je l'ai mis en rouge pour une raison simple, c'est qu'on a choisi la dramatisation parmi les différents facteurs psychologiques et avec le recul aujourd'hui, je pense qu'on aurait pu choisir un ou l'autre et nos résultats auraient été relativement les mêmes. Vous allez voir de toute façon quand je vous présenterai les résultats. On avait aussi émis l'hypothèse qu'une plus grande sensibilité cutanée à la douleur, donc on appelle ça les seuils douloureux, soit de la région lombaire, soit le seuil douloureux diffus, était associé aux incapacités futures. Une plus faible inhibition de la douleur par contre-stimulation va être aussi associée aux incapacités fonctionnelles lombaires futures. Et les adaptations motrices caractérisées par une augmentation de l'activité musculaire en présence de douleurs expérimentales sont associées aux incapacités fonctionnelles lombaires futures. On souhaitait recruter une centaine de travailleurs. On en a rencontré, interviewé plus que ça, mais au final, on en a inclus une centaine dans l'étude, à peu près moitié-moitié hommes-femmes, l'âge moyen 36 ans. Et vous remarquerez une évaluation initiale de douleur relativement faible, 17,9 sur 100 sur une échelle millimétrique, et 2,6 sur 24 d'incapacité sur l'échelle d'incapacité d'Eiffel, qui est la traduction du questionnaire de Roland-Morris pour ceux qui connaissent. J'attire votre attention sur deux choses. D'abord, les travailleurs ayant un historique de lombalgie. On souhaitait que tous nos participants aient eu dans la dernière année au moins un épisode de douleur qui les a empêchés de travailler, donc un épisode d'absentéisme lié à la lombalgie, ou encore une semaine de présentéisme, une semaine où ils ont dû modifier, altérer leur rythme de travail dans la dernière année pour pouvoir être inclus dans l'étude. Ça, c'est important pour nous parce qu'on soupçonnait que même les participants ou les travailleurs qui n'ont pas de symptômes présentent des signes sous-jacents qui nous permettraient de prédire les incapacités futures. Et là où on a eu beaucoup de difficultés à faire passer nos concepts, c'est on souhaitait recruter des gens qui étaient fonctionnels, pleinement fonctionnels au travail au moment de leur inclusion dans l'étude. Donc, avec des incapacités minimales, 2,6 sur 24, c'est minimal, et une douleur qui ne les empêchait pas de fonctionner normalement au travail, ce qui nous donne la moyenne de 17,9 sur 100. Les mesures psychologiques qui nous intéressaient, appréhension et évitement, donc tous les comportements où on évite certaines tâches, où on évite certaines situations que l'on juge préjudiciables pour notre dos. La vigilance à la douleur, donc l'attention portée à la douleur de façon intense et peut-être exagérée. Dramatisation face à la douleur, un concept très près de la vigilance. Là, on s'imagine toujours le pire en lien avec notre douleur. La satisfaction au travail, on l'a vu, est un prédicteur de l'évolution et de la présence de lombalgie au travail. Et un outil pronostic que j'aime beaucoup et dont je vais vous reparler à la fin de la présentation, le Start Back Screening Tool, qui est un outil qui permet de déterminer si un individu qui a des lombalgies est à risque de bon ou de mauvais pronostic. Les mesures physiologiques, c'est là où ça se complique un peu. Donc, on a mesuré d'abord les seuils de douleur, soit le seuil de tolérance et le seuil de détection. Je vous en reparle à la prochaine diapositive. Les mécanismes de régulation de la douleur à l'aide d'un test de contre-stimulation. Les réponses électromyographiques, donc réponse de l'activité musculaire à la douleur expérimentale et la réponse cinématique à la douleur expérimentale. Donc, comment les gens bougent le tronc ou bougent la colonne vertébrale en présence d'une douleur expérimentale. Comment on mesure les seuils de douleur? C'est tout simple. On fait mal aux individus en leur mettant une chaleur qui progressivement passe de chaleur agréable à chaleur douloureuse. Et dès qu'on perçoit la douleur, c'est ce qui devient le seuil de perception. Et lorsque la douleur est intolérable, bien, ça devient le seuil de tolérance à la douleur. Et ça, on le fait dans la région lombaire spécifiquement, puisque nos gens ont mal au dos, mais aussi à l'avant-bras pour voir si les atteintes étaient plutôt générales ou spécifiques. Le test de régulation de la douleur ou de modulation de la douleur, c'est un test de contre-stimulation. Donc, on crée une douleur au dos, qui est une chaleur douloureuse, la même chaleur, et ensuite, on plonge la main dans un bac d'eau froide,
qui crée, parce que l'eau est très froide, une douleur à la main. Et la contre-stimulation devrait diminuer la perception de la douleur dans le dos pendant que la main est dans la glace. Et cet abaissement-là de la perception de la douleur, c'est ce qu'on appelle les mécanismes de modulation de la douleur. La contre-stimulation est une des façons de les tester. C'était pour nous une façon simple de le faire. Donc, on a fait ça avec tous nos participants, et ça, c'était les hypothèses 2 et 3. Pour l'hypothèse 4, on s'est aussi intéressé à un phénomène que moi j'étudie depuis déjà une dizaine d'années, qui s'appelle le phénomène de flexion-relaxation, qui veut que chaque fois qu'on fait une flexion du tronc, il se produit un silence électrique dans l'activité musculaire des muscles du dos. Donc, on voit ici, pendant la flexion du tronc, on a une bouffée d'activité EMG ou d'activité électrique des muscles du dos. La petite ligne pleine ici est tout simplement l'angle de flexion du tronc. À la fin, quand le dos se redresse pour revenir en position neutre, on a une deuxième bouffée d'activité électrique. Et entre les deux ici, on a un silence relatif, puisqu'il y a toujours un petit peu d'activité musculaire, qu'on appelle le phénomène de flexion-relaxation. Et ça, chez les gens qui n'ont pas de douleur au dos, on va l'observer dans 90, 95, voire 100% des individus. L'intérêt, c'est que chez les gens qui ont des douleurs lombaires, on va voir que le silence est beaucoup moins présent et qu'il y a une activité soutenue des muscles érecteurs du rachis en pleine flexion du tronc. Alors que, bon, est-ce qu'ils devraient ou pas en avoir, ça c'est une grande question, mais chez les gens qui n'ont pas de mal de dos, on ne voit pas cette activité-là ici. Et dans une étude précédente, on avait montré que même chez les gens qui ont mal au dos, si on ajoute une douleur expérimentale, on obtient une augmentation supplémentaire de l'activité musculaire du tronc en pleine flexion. Donc, la douleur clinique, additionnée à la douleur expérimentale, crée une augmentation encore plus importante. Pourquoi c'est intéressant, me direz-vous? Bien, parce qu'on a aussi vu que cette augmentation-là chez les gens qui ont mal au dos, donc ce qu'on voit au troisième graphique ici en bas, elle était corrélée au niveau d'incapacité. Et là, on s'est dit, est-ce qu'on a là un indice pour prédire les incapacités futures? Je vous dis tout de suite, c'était une belle idée. Voilà ce que ça a donné. Aucune différence dans l'activité EMG quand on ajoute de la chaleur et de la douleur. On avait vu des différences dans une étude précédente, mais les participants avaient, au moment de l'évaluation en laboratoire, des niveaux de douleur plus élevés. Chez des gens qui sont relativement fonctionnels, ça ne fonctionne pas. Donc, on a rejeté cette idée qu'on avait là un marqueur des incapacités futures. La modulation de la douleur en plongeant la main dans le bac d'eau froide, ça fonctionne. On a une atténuation de la perception de la douleur au dos quand on a la main dans l'eau froide. Ça, on le savait. Mais ça ne prédit absolument rien sur les incapacités futures. L'idée était que si les gens ont des difficultés à faire une modulation de leur douleur, on est peut-être capable de prédire ceux qui ont plus de difficultés dans la modulation de douleur sont ceux qui vont développer plus d'incapacités, plus de symptômes. Cette hypothèse-là ne s'est pas avérée. On a par contre vu que la douleur clinique, et là les RC c'est des rapports de cas, donc la douleur clinique, elle est un bon prédicteur de l'incapacité à 7 mois, et c'est la même chose pour la vigilance de la douleur. Et si on essaie de prédire 15 mois plus tard, la douleur clinique est encore un bon prédicteur. La satisfaction au travail est un prédicteur. Donc, plus on est satisfait, moins on a de chance. C'est ce que le 0,93 nous dit, d'avoir d'incapacité. Et le questionnaire Start-Back, j'attire votre attention, autant de 0 à 15 mois que de 7 à 15 mois est un excellent prédicteur de l'incapacité. Et ce, malgré l'attrition importante, là, une trentaine de sujets qui nous avaient quittés au 15e mois. Si on regarde le profil de ceux qui nous ont quittés, c'était relativement semblable. Donc, c'est un questionnaire qui est potentiellement très utile. Donc, à retenir, les facteurs psychologiques, bien qu'ils soient associés à court terme, c'est-à-dire pour une journée donnée, on peut associer la physiologie, les mesures EMG, les mécanismes de modulation, aux symptômes cliniques, ce ne sont pas des bons prédicteurs. Du moins, c'est ce que notre étude montre. Les facteurs psychologiques constituent, et là j'ai mis entre parenthèses, après les facteurs cliniques, les meilleurs prédicteurs de la récurrence de la lombalgie au travail. Parce que la douleur
est le meilleur prédicteur de la douleur et de l'incapacité. Et ça, on le savait. Mais les facteurs psychologiques, notre étude le montre, viennent compléter d'autres résultats publiés avant nous. Ce sont de très, très bons prédicteurs. Et ils peuvent être évalués relativement facilement par un outil, et ça, c'est peut-être le message que j'aimerais laisser aujourd'hui, qu'il existe des outils très simples, comme l'outil StartBack, qui comprennent 9 questions, et qui, je vous présente le questionnaire, là, qui vont adresser à la fois l'intensité ou la gravité des symptômes, l'étendue des symptômes, l'incapacité, les facteurs psychologiques et le niveau de gêne général engendré. Et la beauté de ce questionnaire-là, c'est qu'il nous permet d'avoir un score et des catégories. Une première catégorie où le risque de mauvais pronostic est faible, donc des gens à qui on va proposer peu de choses parce qu'ils vont eux-mêmes récupérer de leur lombalgie, et des gens qui ont des facteurs psychologiques plus importants à qui on va proposer soit de la réadaptation ou même dans la catégorie risque élevé, réadaptation et approche psychologique, que ce soit au travail ou en consultation. Donc, en terminant, évidemment, il reste beaucoup de choses à faire pour comprendre les prédicteurs et les phénomènes qui expliquent l'évolution de la lombalgie chez le travailleur. Mais je vous laisserai en vous disant qu'aujourd'hui, on a à peu près tout technologiquement, que ce soit nos montres intelligentes, nos téléphones, les nouveaux habits instrumentés que les gens peuvent porter. On a tout pour faire de bonnes études à la fois physiologique, à la fois psychologique, dans les milieux de travail et à haute valeur écologique. Et c'est ce que j'encourage tous les gens ici à faire dans les prochaines années. Le laboratoire, c'est important, mais il faut aller sur le terrain. Et aujourd'hui, à coût faible, on est capable de le faire. Merci.